je suis le cofondateur et le président d'une entreprise qui s'appelle AgroApples, qui existe depuis 12 ans maintenant, qui est une entreprise française, qui a 170 collaborateurs, qui fait 20 millions de chiffre d'affaires et qui n'a jamais levé de fonds. Donc c'est notre petite fierté. Et quand on a créé cette boîte il y a 12 ans, on avait déjà la vision que les réseaux sociaux c'était bien, mais si on ne pouvait pas prouver que ça servait à quelque chose et que ça rapportait quelque chose au business, et donc au CFO et au CEO et aux décideurs, aux ceux qui décident des budgets, ça serait un problème. Notre page d'accueil, on faisait que Facebook en 2012, elle disait vos fans Facebook ne valent rien si vous ne savez pas qui ils sont, et à l'époque, notre play, c'était de recoller les morceaux entre le CRM et les gens qui engageaient sur la page. On pouvait le faire à l'époque parce que les ID Facebook étaient visibles. Elles ne le sont plus aujourd'hui. Elles sont hachées, elles sont anonymisées, donc on ne peut plus le faire. Mais bref, la vision, c'était déjà ça. Et 12 ans après, on a continué à être obsédé par ce truc-là, parce que moi, ça m'obsède. Moi, quand dans ma team, il y a des gens dont je ne sais pas s'ils apportent de la valeur, j'ai envie de les licencier. Donc j'essaye de faire en sorte que les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, on n'ait pas envie de les licencier parce qu'ils apportent de la valeur. Voilà, ça c'est mon credo. Donc il y a 13 ans, je vais revenir sur là, il y a 13 ans, depuis 13 ans, pardon, le ROI des réseaux sociaux est la problématique numéro 1 exprimée par les gens et les marketeurs qui travaillent sur les réseaux sociaux. Et donc c'est quelque chose qui est présent et qui est très top of mind chez les professionnels de l'industrie. Et moi, il y a une histoire que j'ai envie de vous raconter qui commence avec cette jeune femme qui s'appelle Fiona, qui était responsable de la relation client dans une entreprise qui vendait des sous-vêtements pour femmes. Et Fiona est venue me voir un jour parce qu'elle utilisait notre produit pour répondre aux commentaires sur les publicités Facebook et Instagram. Et notamment sur les publicités Facebook, elle avait beaucoup de questions qui étaient relatives aux produits. « Ah, j'aime beaucoup votre soutien-gorge, est-ce que vous l'avez en vert, est-ce que vous l'avez en bleu, est-ce que vous l'avez dans telle taille, est-ce que vous livrez dans mon pays, etc. etc. » Et elle a commencé à répondre à tous ces commentaires et très vite, elle s'est dit « Mais est-ce qu'il y a vraiment un sens à répondre à tous ces commentaires ?» Et elle a intégré dans chacune des réponses de commentaires des liens et des liens traqués. Et elle a fait ça manuellement, copier-coller, UTM, source, Medium, machin, truc chose. Et elle avait des centaines et des centaines de commentaires comme ça. Au bout d'un moment, elle n'y arrivait plus. Elle a pris 2 virtual assistants aux Philippines, qu'elle payait, je crois, 2000 pounds à l'époque. Voilà les liens qu'elle copiait-collait à la main, parce qu'il n'y avait pas moyen de les automatiser à l'époque, pour pouvoir ensuite retrouver à l'intérieur de Google Analytics, l'outil d'analytics qu'elle utilisait, mais peu importe l'outil, la source et Facebook Ad Comment, et pouvoir retrouver quel éventuellement était le trafic qui avait été associé à l'ensemble de ces réponses pour lesquelles elle dépensait un petit peu d'argent. Et son patron est venu la voir un jour et lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu payes des assistants pour répondre aux commentaires? Le lien, il est là-haut dans la pub. Ces cons-là, ils ont qu'à cliquer sur le lien. Ils vont bien arriver sur notre site. Ils vont bien trouver la couleur, la taille et la livraison. » Oui, il faut que je... Ah, ouais, d'accord, ok. Ah, je ne savais pas que je t'ai filmé, sympa. Et donc, elle a fait ce travail de mettre des liens systématiquement copier-coller. Et un mois plus tard, elle s'est connectée à son Google Analytics et elle avait 4000 pounds de revenus directement. Alors, vous savez tous que quand on a du revenu directement attribué, ça veut dire qu'il y en a eu plus. Le reste n'a pas forcément été traqué. Changement de navigateur, changement de device. J'en parle au bureau et quelqu'un le fait, Dark Social, etc., etc. Mais elle avait 4000 pounds qui étaient directement attribuables à ce travail qui était fait par ces 2 assistants virtuels aux Philippines, qui lui coûtaient 2000 pounds, 4000 moins 2000, plus 2000, certes c'est pas grand chose, enfin grâce à ça elle a pu garder ses assistants virtuels et faire son travail de Customer Success Manager pour cette entreprise. Et moi cette histoire-là, elle date de 2017-2018 de mémoire. Quand elle me l'a raconté, elle est venue me voir et elle m'a dit c'est super, mais moi, ce que je voudrais, c'est que l'outil me permette de faire ça automatiquement. Parce que le copiage-collage manuel, c'est sympathique. Et les assistants virtuels philippins, c'est une solution. Mais enfin, il faut quand même gérer les RH, il faut les trouver. Quand ils ne font pas leur boulot, il faut les virer, il faut en trouver un autre, etc., etc. C'est quand même quelque chose qui, massivement, devrait être réglé par l'outil. Et elle me disait, quand je fais des campagnes de pub, on ne me demande pas de copier-coller quoi que ce soit. Quand je fais de l'email marketing avec Marketo ou autre, on ne me demande pas de copier-coller quoi que ce soit. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'outils qui permettent de gérer notre engagement sur les réseaux sociaux, qui me permettent de faire ça automatiquement. Et on a regardé le marché et personne ne faisait ça, et nous non plus d'ailleurs. Malheureusement pour moi, à l'époque, on était encore trop petits, on n'avait pas la bande passante, donc je n'ai pas pu le faire, mais j'ai jamais oublié cette histoire. Et j'ai eu cette puce à l'oreille de il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir permettre aux Fiona de la Terre de pouvoir faire ce boulot-là sans se tuer la vie à copier-coller des liens. Voilà.
Une fois que j'ai vu cette histoire-là, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ce qu'elle faisait était une espèce de truc unique que personne d'autre ne fait, ou est-ce que c'était une pratique généralisée sur les réseaux? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même accès à un certain nombre de data, parce qu'on a à peu près 8000 clients, et des millions de posts qui sont publiés tous les mois. Donc on a analysé 10 650 000 posts. Pas si on a enlevé Instagram, parce que sur Instagram, on ne pouvait pas mettre de lien, donc c'est pas possible, pour regarder si les gens mettaient des liens dans leurs posts sur les réseaux sociaux. Et j'ai été surpris par le chiffre, je l'ai trouvé relativement élevé, dans grosso modo un post sur 3. Alors, on n'a pas regardé les commentaires, on n'a pas regardé les messages privés, le pourcentage est encore plus élevé dans les messages privés et à peu près équivalent dans les commentaires, quand c'est la marque elle-même, surtout avec les premiers commentaires sur Facebook et autres qu'on voit de plus en plus et sur LinkedIn. Un post sur 3, donc 3 393 000, contenait un lien. Maintenant, la question suivante, c'est est-ce que ces liens étaient traqués, oui ou non? C'est la question qui tue. Eh ben non, 1,8% de ces liens étaient traqués. Ça veut dire que 98,2% des liens, des 3 400 000 liens que ces social media managers et ces marketeurs publiaient sur les réseaux étaient absolument pas traqués. Alors c'est dommage parce que quoi qu'il puisse arriver après ce lien, ils sauront jamais ce que c'était. Et si jamais ça avait de la valeur et ça pouvait apporter la preuve d'un trafic généré, d'une conversion générée ou d'un revenu, ils ne le verraient pas. Donc ça a été le début. Donc voilà, autrement dit, 98% des gens ne sauront jamais si ce qu'ils ont fait a servi à quelque chose, en termes d'impact business évidemment. Comme je vous le disais, moi je suis CEO, donc l'impact business c'est important. Nous, on faisait partie de ces 98%, sans aucun doute, et probablement beaucoup d'entre vous. Donc l'étape d'après, c'était de se dire, OK, ce qu'elle fait, c'est une pratique, c'est pas juste un cas isolé très rare, c'est une pratique généralisée dans laquelle l'absence de tracking est aussi généralisée. Maintenant, est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire? C'est la question d'après, parce que si on fait du marketing ou si on travaille dans le digital, on sait tous que des fois, il y a des choses qu'on ne fait pas, des choses qu'on ne mesure pas, mais ça ne nous semble pas important, ou en tout cas, c'est pas prioritaire pour nous. Et il y a plein de choses comme ça. Donc on s'est demandé si ça pouvait être quelque chose qui intéresse le marché. Donc on a interrogé des marketeurs qui travaillent sur les réseaux sociaux et on leur a demandé c'est quoi l'importance pour vous de mesurer l'impact commercial, l'impact business du travail que vous faites sur les réseaux sociaux. Et là, il y en a 98% qui nous ont dit c'est très important ou c'est somewhat important ou very important. Donc on avait 98% de gens pour qui c'était un peu ou beaucoup important. Donc on s'est dit ok, donc c'est un peu ou beaucoup important et ils ne le font pas majoritairement. Quand ils sont des agences, ils ont une propension beaucoup plus importante à penser que c'est extrêmement important. Quand ce sont des marques, c'est un petit peu moins. Donc pour ceux qui fournissent ça comme un service à leurs clients, c'était encore plus important pour les autres. Et 65%, donc 35% nous ont dit oui, on le mesure, ce qui moi m'étonne quand on voit qu'il y en a 98% qui mettent rien pour traquer quoi que ce soit, donc je ne sais pas bien comment ils mesuraient, mais en tout cas ils avaient eux l'impression de mesurer. Mais 65% nous ont dit non, on ne mesure pas, malgré le fait que 98% nous disaient c'est important. La raison pour laquelle il ne le faisait pas, les tools sont compliqués, ils coûtent trop cher, je ne sais pas le faire, j'ai pas de buy-in de mon manager, de ma direction, etc. Il y avait beaucoup de raisons qui étaient notamment liées au coût et à la complexité, en tout cas de leur perception par eux. Et après, le dernier point, c'était les conséquences. Ok, ce truc-là est important, vous ne le faites pas, est-ce que vous estimez que ça a une conséquence sur votre carrière, sur votre progression, etc., oui ou non? Et là, 88% nous disaient on a le sentiment que si on n'est pas capable de prouver que ce qu'on fait, ça a un impact sur le business, on aura un impact négatif sur notre progression de carrière. Donc il y a une vraie perception qui est une évidence, hein, quand on y pense comme ça. Si je ne peux pas prouver que je rapporte quelque chose, je vais avoir un impact sur ma carrière. Mais au moins, ils en avaient la conscience. Et 77% disaient ne pas se sentir impliqué dans les décisions importantes. Donc à chaque fois qu'on définissait la stratégie, on faisait le budget marketing, on décidait les priorités marketing pour l'année, pour le trimestre, etc. Le social media manager, c'est limite s'il était invité au meeting. Enfin en tout cas, c'est ce que 77% d'entre eux nous disaient, parce qu'ils n'arrivaient pas à prouver l'impact business que ça avait. Voilà, et pour les agences, on était à 65% qui estimaient avoir de la difficulté à retenir leurs clients ou attirer de nouveaux clients parce qu'elles n'arrivaient pas à leur démontrer que le travail qu'elles faisaient pour eux leur apportait un impact business. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ça? On pouvait traquer tout manuellement, évidemment personne n'a envie de faire ça, on pouvait embaucher plein de collaborateurs aux Philippines, c'est aussi très compliqué, pour en avoir quelques-uns je peux vous le dire. On pouvait ignorer le problème comme on le fait depuis des années, ou alors abandonner. Nous on a évidemment décidé d'en faire quelque chose.
on a développé une solution qui permet de faire ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je voudrais vous montrer après, c'est qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qu'on a vu après quand on a vu des clients commencer à utiliser ça. Donc j'ai 6 ou 7 exemples, je crois que je voulais partager avec vous. Après, j'en ai plein d'autres, mais j'essaie toujours de faire une sélection pour rester dans mes minutes. Le premier, c'est une société qui fait de l'épilation laser aux États-Unis. Alors l'épilation laser, ça ne se fait pas encore via Internet, hein, c'est pas une technologie qu'on a inventée. Donc là, ce que eux traquaient, c'était les prises de rendez-vous et les appels. Donc en l'occurrence, ils avaient depuis les réseaux sociaux, majoritairement depuis Instagram, des click on CTA, contact us, booking click, etc., etc., invoca calls, machin. Donc ils arrivaient à traquer sur ce qui, ça c'est quelque chose qui vient de notre back-office de mesure du ROI, qui leur permettait de voir ce qui venait depuis Instagram, qui avait converti dans tel type d'objectif, tel type de goal sur G1. Le deuxième exemple, c'est une chaîne d'hôtels, boutique-hôtel un peu luxueuse en Angleterre. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est des boutiques-hôtels dans lesquels il y avait beaucoup d'événements, mariage, baptême, personnel comme ça. Et ils donnaient aux personnes qui se mariaient, par exemple, des codes et des pages, des landing pages. Donc là, vous voyez Ellie and Rasmus, Jade and Craig, Honey and Tom. Voilà, ça, c'est des mariages, un homme et une femme qui se marient. Et ils avaient leur page dédiée qui pouvaient envoyer à tous leurs invités pour leur dire, bah, vas-y, book ta chambre à l'hôtel où on va se marier, etc. Et grâce à ça, et ils leur disaient partagez ça sur Facebook, partagez ça sur les réseaux sociaux. Et ils arrivaient à voir, ça c'est du trafic qui venait de Facebook. Quel trafic venait de Facebook qui avait réservé 550 pounds, 250 pounds, 225 pounds? Est-ce que ça fonctionnait, cette tactique de créer des landing pages dédiées pour les couples qui se mariaient? Et ça leur a permis de mesurer si ça fonctionnait, notamment quand c'était partagé par eux sur les réseaux. Troisième, c'est un exemple de location saisonnière aux États-Unis. Je crois que c'est en Caroline du Nord, et eux ils partagent, c'est des jolies maisons sur la plage qui coûtent très cher, comme vous pouvez le voir, la semaine de location c'est 11 000 $, et là la social media manager qui bossait avec nous, elle a fait 3 locations avec 3 posts Facebook, une à 11 000, une à 11 000, une à 3 400 et une à 3 200, et aussi très rapidement elle a été capable d'aller voir son boss en lui disant bah, ce serait bien qu'on investisse plus sur Facebook, qu'on fasse de la promotion de ces posts dont on sait qu'organiquement ils fonctionnent déjà et ils génèrent des locations, etc. etc. Avant d'avoir cette connexion, elle ne savait pas si ce qu'elle faisait sur Facebook, ça servait à quelque chose, et si elle devait en faire plus ou en faire moins. Stratégie B2B sur Instagram, celui-là j'ai envie de le mentionner d'abord parce que c'est assez étonnant. J'étais très, très étonné de voir des boîtes qui arrivaient à générer beaucoup de revenus traquables sur Instagram, sachant qu'il n'y a pas de lien, on est d'accord, il n'y a pas de lien sur les posts Instagram, il n'y a pas dans les commentaires Instagram, mais il y a des liens dans les messages privés et il y a des liens sur les stories. Et en l'occurrence, ce client-là, il arrivait grâce aux messages privés à générer 9 300 $ de revenus via des conversations qui étaient déclenchées par des call to action dans des stories. Donc je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps, mais on voit que quand on va creuser à l'intérieur des possibilités qui sont offertes par les réseaux pour avoir des liens et pour traquer les liens, on arrive à avoir via les messages privés ou même via les commentaires. Cette boîte-là, en l'occurrence, ne met jamais de liens dans ses posts Facebook, elle met systématiquement les liens dans les commentaires, dans les conversations. Pareil, private message sur Insta et commentaires sur Facebook, c'est dans les conversations, quand les gens ont exprimé un intérêt pour le produit, qui venait en disant bah, ça pourrait être le truc que vous recherchez, etc. Le cinquième, ça fonctionne même sur Twitter, là c'est une boîte qui vend des sweatshirts, des casquettes, des t-shirts à des fans d'équipes de sport d'universités américaines et qui sont apparemment très actifs sur Twitter. Et là vous voyez des tweets à 5 000 $ de chiffre d'affaires, à 2007, à 1009, etc., etc. Donc on avait même des clients qui arrivaient à faire du business sur Twitter. Je ne suis pas sûr que ça serait pas notre cas, ça c'est sûr. SaaS B2B, ça fonctionnerait pas. Ici on est sur une agence de voyage australienne. Et là, on voit, c'est pareil, certes, on a une transaction, 89 clics, mais cette transaction, c'est sûrement une famille qui a réservé, parce que je crois qu'ils sont à 3000 quelque chose par couple, ils ont dû en booker 2 ou 3, et donc ce poste-là a généré 10 252 $ australiens, alors c'est un peu moins que des dollars américains, de booking. Et là, quand on prend l'intégralité de leur poste sur Facebook, on voit qu'on arrive à faire 10 000, 5 000, presque 5 000, 4 003, 1998, etc. Donc le fait de pouvoir traquer comme ça granulairement ce que chaque post ou voir chaque message, chaque commentaire a pu générer, ça permet d'optimiser. Parce que le problème, quand on va regarder sur les outils d'analytics, on voit Facebook, tant de trafic, tant de chiffres, tant de conversions. Mais on ne sait pas à l'intérieur la granularité de qu'est-ce qui a généré ce truc-là, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et si on ne sait pas qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, on ne peut pas optimiser. Donc le seul moyen d'optimiser, c'est de pouvoir granulairement voir ça fonctionne, ça fonctionne pas, il faut qu'on fasse un peu plus de ça et un peu moins de ça.
Et voilà, donc c'est tout. Je suis excellent, 11 secondes, parfait. Donc, dans le timing. Bravo Aymeric, tu as tenu les temps. Est-ce que nous avons des questions? Dis-nous, tu as été très très clair. C'est trop clair. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ah. Il y a une question. Merci beaucoup pour cette super présentation, Aymeric. Je t'en prie. Je pense que vous avez super bien ciblé le challenge du ROI sur les médias sociaux. De manière générale, on a toujours la volonté de permettre à nos clients de prouver leur impact d'un point de vue retour sur investissement. C'est quoi justement, Aymeric, les prochains challenges et les prochaines opportunités du social media management pour vous? En termes de mesure du ROI ou... Plus large que ça, de manière générale. Les prochaines opportunités du social media management, c'est la diversité et c'est garder de la simplicité ou au moins la capacité à faire des choses qui fonctionnent dans un environnement qui se complexifie de plus en plus, qui se diversifie, les plateformes, plus en plus de plateformes, plus en plus de formats sur les plateformes, plus en plus de gap API entre ça on peut le faire, on ne peut pas le faire nativement, pas nativement, etc. etc. Donc l'enjeu c'est ça. L'opportunité, c'est que quand on arrive à le faire, on a cette barrière à l'entrée qui est, comme c'est très compliqué, pour beaucoup de monde, ça va être impossible ou ça va être difficile. Donc si on arrive à craquer quelque chose qui fonctionne sur les réseaux, vu la complexité qu'on a réussi à dépasser, on va créer une petite barrière à l'entrée quand même. Parce que quand on repense à... Voilà, il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans le digital, je suis vieux, il n'y avait même pas AdWords d'ailleurs, mais dès qu'AdWords est arrivé, le digital c'est simple, on achetait du AdWords et puis voilà, il y avait pas, le niveau de complexité était bien inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc les réseaux sociaux ont malheureusement apporté cette diffusion très large. D'abord il y a un réseau, puis après il y en a deux, puis après il y en a 10, puis après dans chacun des 10, il y a plein de sous-composantes. Donc pour moi l'opportunité c'est d'arriver à nailer ce qu'on arrive à faire fonctionner à l'intérieur de ces sous-composantes pour créer une petite barrière à l'entrée. Et voilà, versus AdWords, tout le monde pouvait le faire, c'était facile, quoi. Il suffisait de choisir les keywords et de mettre de l'argent. Une autre question? Merci beaucoup, c'était très intéressant. Chez GWI, on voit qu'il y a les formats audio qui commencent vraiment à exploser sur les plateformes qui sont utilisées, et quand on voit ce qui se passe au niveau des podcasts, c'est presque comme des réseaux sociaux en fait, parce qu'il y a beaucoup d'interactions et puis c'est un petit peu monsieur tout le monde, madame tout le monde qui peut partager. Est-ce que vous avez commencé à explorer les plateformes audio? Est-ce que vous avez aucune idée de comment est-ce qu'on peut ça m'étonne vachement ce que tu dis, parce qu'on n'a absolument pas de demande sur l'audio, zéro, jamais. C'est plus niche que le reste, ouais. Et c'est plus les nouvelles générations, mais par contre c'est vraiment en train de grandir. Ou dans ces cas-là, est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez? Comment est-ce que vous pouvez vous exporter à des formats différents? Parce que justement vous aviez mentionné que c'était une des complexités. Non, toujours dans la logique de mesure, de résultat, de à quoi ça sert, de quel est l'impact. Ce que nous on regarde, c'est comment est-ce qu'on peut aller. Nous, on n'est pas parti du listening, on est parti du social media management. Donc là, on commence à aller vers comment est-ce qu'on peut faire du listening et aller s'insérer dans des conversations et traquer ce qui va en résulter. Donc l'opportunité pour nous, elle est là déjà. Elle est dans tout ce qui est reviews, donc tout ce qui est qu'est-ce que disent les gens, quelles notes ils ont mis, comment est-ce qu'on peut, par exemple un hôtel TripAdvisor, il va checker TripAdvisor, et il va aller systématiquement répondre. Moi je sais que quand je regarde TripAdvisor, s'il y a une mauvaise review, mais que la réponse est bonne, la mauvaise review va être moins importante parce que la bonne réponse va gommer un petit peu le truc et va me donner l'impression que c'est un bon hôtel et que je peux y aller. Et donc de voir, est-ce que si on se met à systématiquement faire des bonnes reviews, est-ce que les liens, les clics entrants, enfin le trafic entrant qu'on va avoir depuis TripAdvisor va augmenter, va générer plus de conversions, etc. Donc pour moi, les opportunités, elles sont dans des use cases où on va être capable de traquer ce qui se passe sur ce réseau nous ramène grâce à l'activité, ou à la suractivité, ou à la meilleure activité, ou à la qualité de l'activité qu'on va pouvoir y faire.
comme mon obsession, c'est de mesurer et c'est de traquer, c'est plutôt dans ces domaines-là. Sur du podcast ou sur de l'audio, je vois même pas ce que je pourrais traquer, donc je préfère pas y aller. Même s'il y avait des choses qui fonctionnaient avec des API qui tournent, etc., je serais pas super... Typiquement, tout ce qui est short m'intéresse moyen parce que je peux absolument rien mesurer de ce qui se passe derrière. La short vidéo, oui. Merci Aymeric. De rien.